sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que ton Lonca. sommeil soit moins pesant. Chronique du 9 novembre 2015, fil à mâcher. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de jouer à la marelle dans l'atelier de leurs parents. Il y avait 2 pièces réservées aux ateliers dans l'appartement de mes parents du 10 rue de l'Ancry. L'une, côté rue de l'Ancry, et l'autre, côté cour, avec vue sur le théâtre juif. Ma sœur et moi dormions dans le grand salon salle à manger, sur ce que l'on appelait autrefois un lit-cage, une petite banquette que l'on ouvrait le soir et refermait le matin. Ma sœur était côté rue, près de la fenêtre, et moi côté porte d'entrée de la pièce. Dans l'atelier côté cour, qui deviendra la chambre de ma frangine vers ses 9 ans, c'était là où nous jouions, car sur l'atelier côté rue, il y avait 2 machines à coudre, 2 finisseuses, un repasseur, plus une table pour la découpe. La pièce où nous jouions servait de remise pour le tissu et pour la coupe, avec une table utile à plein de choses et pour entreposer un tas de matériel. Comme nous ne gênions personne, on traçait au sol avec la craie plate la forme de la marelle. Lors d'échanges sur Facebook, on avait évoqué le rite qui consiste à mâcher un bout de fil pendant que l'on vous recoue un bouton directement sur le vêtement que vous portez. Il suffit de ce genre d'échange pour que je retrouve au fond de moi un souvenir, non pas effacé, mais égaré quelque part. Va savoir pourquoi, à ce moment, comme si du lest avait été largué d'une nacelle, un souvenir remonte, suivi d'un autre. Mon grand-père maternel me faisait mes vêtements, et je possède toujours la veste, le gilet et le nœud papillon d'un smoking que j'ai porté à mes 9 ans. Mon petit-fils, Justin, ne pourrait pas les porter. Il vient d'avoir 7 ans, et il est bien plus grand que je ne l'étais quand j'avais 9 ans. Et bien plus beau. Pou, 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 pou. Le 9 octobre 1958, c'est le mariage de ma cousine Evelyne avec Adrien S. La famille, venue aussi d'Angleterre, loge en partie chez mes grands-parents, ce qui fait que l'on se retrouve tous chez eux et que nous partons tous ensemble du 93 boulevard de Sébastopol. Mais voilà, je jouais dans l'appartement en courant après ma petite cousine Aline et je suis tombé, et crac, un bouton a sauté de la veste. Après avoir vu le dégât, mon grand-père m'a demandé de venir dans son atelier, dont les fenêtres donnaient sur la rue de Palestro. L'atelier était immense, un vrai parc attractif pour un gamin en quête d'aventure, et j'en ai connu des histoires dans cet atelier plein de coins avec du matériel et du tissu. Mon grand-père prend son dé, une aiguille, du fil, il coupe un bout de fil et me le fourre dans la bouche. Je rigole. Il me dit de bien le tenir, le temps qu'il me recouse le bouton, et surtout de ne pas bouger, ne pas parler. Je réponds Je le mâchouille, ce bout de fil qui a un goût pas dégueu.
Ne l'avale pas, me dit-il avec sérieux. Une fois le bouton recousu, il me dit de jeter le bout de fil dans un cendrier. Pourquoi pas la poubelle ? Il va sécher, et je le brûlerai après, dit-il. Quel sens donner à ce geste ? Je ne le sais toujours pas. Me recoudre un bouton pendant que je porte le vêtement, mon père l'a fait assez souvent. Sur une de mes chemises, une veste, un pantalon, devant ou derrière, sauf pour recoudre un bouton de braguette où j'ôtais mon pantalon. C'est plus pratique. Mais dans le cas d'une couture sur moi, là aussi, il me donnait un bout de fil à tenir dans la bouche. Als die dicke Tag heben sich an beweisen, wer ich bei mir a Godel. Ich leg mir a weg die Scher und Eisen, und wo ich hab nur bei mir a Nadel. Aufgehört nähen, Arbeit suchen, Harze dicker Tate, a bissel Wein Jontef zu versuchen, ist besser wie legen a Latte. A bissel Wein Jontef zu versuchen, ist besser wie legen a Latte. Als die Jontef dicke Tag heben und vergehen, Harze dicker Tate, ist wieder schneiden und wieder nähen und wieder legen a Latte. Wieder zieht sich das alte Leben, es nimmt beim Herzen reißen. Oi, weh kann es Herzeleden, sie hast du nicht mit was zu verbeißen. Oi, weh kann es Herzeleden, sie hast du nicht mit was zu verbeißen. C'était Peter Schlosser, Susanne Goldberg et Zalman Mlotek dans Das freiliche Schneiderl. Concernant cette tradition, elle ne se pratiquait pas systématiquement dans les shtetl, vu que c'était une superstition comme celle de tirer les oreilles vers le haut en cas d'éternuement. Nous en avons souvent parlé, il y a des spécialités par village, par région. Mon père pratiquait cette façon de faire concernant le fil dans la bouche, et j'ai eu plusieurs explications qui valent ce que valent les coutumes, les rites, qui sont issus de superstitions ou de rites anciens d'idolâtrie. J'ai même vu mon père travailler à la machine avec un bout de fil entre les lèvres. Il est vrai que dans les habitudes juives, on ne coud jamais directement un vêtement sur le corps, ce procédé étant utilisé pour le linceul. J'ignore s'il y a une explication religieuse, mais il est à supposer que lorsqu'on pratique un rituel sur un cadavre, on ne peut pas, par superstition, le pratiquer sur un être vivant. Les Juifs, depuis que le monde existe, pratiquent la médecine et la chirurgie. Recoudre un blessé, même si on attribue cette pratique à Ambroise Paré, mon père m'a dit que recoudre une plaie se faisait chez les Juifs depuis la nuit des temps. J'ai appris au collège que les Égyptiens pratiquaient les sutures à l'aide de fils textiles, de cheveux, de tendons et d'intestins. Voilà l'une des explications de mon père sur le fil que l'on garde dans la bouche pendant la couture d'un vêtement porté par quelqu'un. La loi. Ce que dit la loi mosaïque sur la réunion et la couture de fils entre eux. Nous savons que dans la religion juive, on ne peut pas mélanger certaines fibres. Ne t'habille pas d'une étoffe mixte, mélange de laine et de lin, ces interdits sont d'ordre toranique. Je ne connais pas bien tous ces interdits, mais je sais qu'ils existent. La peau étant un tissu par excellence, pour recoudre, il fallait utiliser un fil compatible. Je ne sais pas si le fil utilisé autrefois était de la laine, du lin, de la soie, du coton ou autre. Peut-être parmi vous y a-t-il des spécialistes de la question. Donc, pour suturer une plaie sur un hide, il ne fallait pas utiliser n'importe quoi.
la superstition et la médecine. Dans l'Empire russe, nous le savons, les Juifs étaient soumis au service militaire. Parmi les militaires, un grand nombre était issu du milieu artisan de la confection. Lorsqu'un jeune partait pour accomplir cette obligation, il emportait dans son baluchon de quoi coudre ses vêtements. Lorsqu'on coud ou recoud un vêtement sur une personne, il est possible de le couper par inattention, bien que je me demande comment couper quelqu'un en lui recousant juste un bouton. Ça peut arriver, mais pourquoi pas? Donc, pour le cas de coupure corporelle à recoudre, celui qui était recousu gardait sur lui un bout de fil qui devait impérativement être humide ou humecté. Donc il était porté à la bouche. Ce bout de fil devait être conforme à ce que demande la loi pour coudre de la peau. Lors d'une intervention, autrefois, le fil utilisé ne se décomposait pas. Il restait, et ce, bien des semaines après l'intervention. Si la plaie était profonde, le fil restait à demeure. Ainsi, le fil utilisé devait-il être compatible avec ce que demande la Torah au sujet des fils utilisés. En lisant des récits sur la chirurgie pratiquée pendant la guerre russo-japonaise, il est dit qu'aucune gêne n'était occasionnée par la présence de fils dans les tissus vivants. Bien sûr, je n'ai aucune compétence concernant l'emploi de tels fils pour coudre un vêtement selon les principes religieux juifs. Aussi, je ne sais pas ce qui est préconisé pour recoudre de la peau, toujours selon les principes religieux. Donc, dans le simple fait de porter un bout de fil à la bouche, il y a un mélange d'obligations religieuses, de peur et de superstition. Une autre explication, bien plus humoristique celle-là, qui me vient toujours de mon père. Lorsqu'un artisan travaille, rien n'est plus pénible que celui ou celle qui le regarde faire ou qui le commente. Nous avons tous cette antipathie pour la personne qui vous juge sur ce que vous faites au moment où vous le faites et qui commente. Pour clouer le bec, ou plutôt fermer la bouche à son client ou sa cliente, l'artisan tailleur qui faisait essayer un vêtement, encore en plein montage avec le bâti, préférait que son client ou sa cliente se taise avant qu'il n'ait fait toutes ses vérifications. Aussi, il lui cousait le bec en lui donnant un bout de fil, ce qui l'empêchait de raconter sa vie. Un simulacre de bouche cousue. Est-ce de là que vient le terme? Mon père me le disait en yiddish, mais c'est comme pour le bout de fil qu'il fallait garder, je ne me souviens plus des mots utilisés. L'un de vous s'en rappelle peut-être. Une autre explication de mon père concerne le fil de l'existence, le fil de la vie qui peut se rompre à chaque instant. Quand la mort vient, elle le fait le plus souvent par surprise, et sa faux est l'égale de la paire de ciseaux qui coupe le fil. Elle coupe le fil de la vie. L'âme s'échappe par la bouche. Pour éviter la rupture, on en revient à la bouche cousue. La bouche tient un bout de fil. Pourquoi alors, lorsqu'on coud un vêtement? Parce que c'est le seul moment où on utilise du fil. Sauf quand on coud un maillet, peut-être. Peut-être avez-vous d'autres histoires racontées par un membre de votre famille qui vont vous revenir à l'esprit après avoir écouté ce que je viens de raconter. Bon, je file. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent.
Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org